Salut tout le monde! Si vous nous suivez déjà, vous savez que nous avons été créateurs à découvrir dans l'onglet Tendance YouTube. C'était le mercredi 27 novembre. Mais alors on s'est demandé pourquoi on avait été mis en avant par la plateforme. Est-ce que c'est la tendance pour le voyage et la van life? Qui sait? En tout cas, vous êtes nombreux à nous avoir demandé comment on avait fait, combien de vues ça nous a rapporté, combien d'abonnés, est-ce que notre chaîne a fait le buzz. Et ben on va tout vous dire, on va tout vous montrer dans cette vidéo qui va décortiquer la machine YouTube. Yes, c'est vraiment l'idée de cette chaîne, vous partagez non seulement nos voyages d'itinérants en camping-car, nos astuces, mais aussi nos rencontres, nos découvertes et nos sujets de réflexion. Pour nous, en fait, c'est ça le voyage. Oui, c'est bien dit Pauline ça. Comme nous, on sait que vous êtes curieux, que vous regardez de plus en plus YouTube aux dépens de la télé. Et on s'est dit que ça vous intéresserait d'en apprendre un peu plus sur tout ça. Pour cela, nous sommes allés voir Sylvain Lepoutre, un passionné et un expert de YouTube. Il fait partie des 5 créateurs francophones qui sont en contact direct avec la plateforme. Ouais, et il gère aussi 2 chaînes YouTube, Mon Petit Réflexe sur la photographie. Il compte plus de 52 000 abonnés. Il a aussi la chaîne du Coin des YouTubeurs avec plus de 7 000 abonnés. Il conseille également des entreprises dans leur stratégie YouTube. Vous en avez déjà parlé précédemment, nous avions testé la formation de Sylvain et en suivant ses conseils, notre chaîne est passée de 1000 abonnés à 10 000 en moins de 10 mois. Donc c'est plutôt pas mal. Parce que c'est une chose de créer des vidéos, mais c'est encore un peu mieux quand elles sont regardées. Donc déjà, bienvenue à ceux qui nous ont rejoints récemment. On vous souhaite donc une bonne vidéo et s'il y a des créateurs YouTube parmi vous, restez bien jusqu'au bout parce que Sylvain il va vous donner en exclu à la fin 2 conseils de sa formation qui vous aideront à développer votre chaîne YouTube. Ouais, mais faut pas aller jusqu'à la fin direct, hein. Non, c'est intéressant à l'intérieur aussi. On est donc avec Sylvain et on est très heureux de rencontrer ici. Je sais pas si vous pouvez le voir derrière nous. On a une super belle vue. Ouais, on est au cœur du Beaujolais à 15 minutes de Villefranche, c'est à peu près ça. Alors comme tu le sais, on s'est retrouvé dans l'onglet Tendance, créateur à découvrir. Déjà, qu'est-ce que ça fait d'avoir des élèves qui ont suivi ta formation, se retrouver comme ça en créateur ça fait le bon élève. Ça fait quoi? On est bon élève ou pas? Ça fait super plaisir qu'il y ait des personnes de la communauté du Coin des YouTubeurs. Il y a une chaîne qui se développe et qui marche bien. À vous, puis il y en a d'autres aussi. Ça fait vraiment super plaisir. Du coup, ça donne envie de vous rencontrer. Et voilà. Donc aujourd'hui, on va tourner plusieurs vidéos pour votre chaîne, pour ma chaîne, un podcast, parce que c'est cool. Salut les youtubeurs, je suis avec Simon et Pauline de Périplessis. Aujourd'hui, j'ai envie de leur donner la parole parce que vous faites quelque chose dans lequel je n'y connais rien, c'est-à-dire vous gérez une chaîne YouTube à 2. Parce que YouTube, c'est toujours des partages aussi et c'est toujours au-delà de l'écran, des rencontres, et ça c'est ce qu'on vous partage aussi. Pour que les gens qui nous suivent là actuellement sachent de quoi on parle, parce que là on dit ouais on était sur l'onglet Tendance, mais qu'est-ce que c'est? C'est un peu à double tranchant. C'est la partie où il y a les vidéos les plus populaires en ce moment dans notre pays. C'est-à-dire qu'il y a un onglet tendance différent pour chaque pays du monde. En France, il y a un onglet tendance particulier qui reprend les vidéos qui cartonnent le plus dans les dernières 24 ou 48 heures et ça change, c'est renouvelé très régulièrement. On n'a pas les vidéos qui ont le plus de vues, mais on a les vidéos qui ont la meilleure dynamique. C'est-à-dire on peut avoir des fois des vidéos qui ont 50, 60, 100 000 vues. Ils ne sont pas à proprement parler des énormes vidéos, mais comme c'est des chaînes qui habituellement ont beaucoup moins de vues et qui parlent à un large public, d'un seul coup, pouf, il y a une vidéo qui cartonne, donc elle se retrouve dans l'onglet tendance. Moi, je considère que l'onglet tendance, c'est un petit peu comme la partie télé en fait de YouTube. C'est là où on va quand on sait pas trop quoi regarder, où on veut se vider un peu la tête. Le souci en fait, c'est que les personnes qui connaissent pas YouTube souvent tombent d'abord sur les tendances. Et il y a vraiment de tout, c'est beaucoup axé sur le divertissement et ça donne une image pas très sérieuse de YouTube. Je travaille avec des entreprises, souvent elles vont sur l'onglet tendance de YouTube, elles disent mais qu'est-ce qu'on va aller faire sur YouTube? Je leur dis attendez, il y a autre chose que ça, il y a bien autre chose, il y a bien mieux. Alors toujours à propos de cet onglet Pauline. Anglais? I'm British. I'm Tendance. Hey. Toujours à... Chut, sérieux. Alors qu'est-ce qu'on retrouve sur cet onglet Tendance? On retrouve du contenu un peu YouTube trash souvent quand même. Alors il y a des sujets d'actu, des fois il y a des sujets de chaînes d'information, des choses comme ça. Et après il y a beaucoup de trucs un peu trash, beaucoup consommés par des très jeunes, parce qu'il y a beaucoup d'adolescents sur YouTube. Alors, YouTube est consommé par toute la population, mais il y a quand même beaucoup d'ados qui sont dessus pendant très longtemps. Donc il y a beaucoup de contenu qui leur plaît, on va vite retrouver les je mange jaune pendant 24 heures, ou bien grosse baston entre deux youtubeurs, enfin des trucs un peu comme ça, qui vont pas nous faire grandir, on va dire, mais qui sont vraiment très divertissants. C'est un petit peu la télé-réalité quoi, de YouTube, il y a un peu de ça. Et je compare si tu veux toujours YouTube à l'océan en fait pour moi. Et donc pour moi les tendances, c'est ce qui se voit en surface quand tu survoles l'océan, et en ce moment en surface de l'océan, tu vois un peu des bouts de plastique qui flottent, des saletés, enfin voilà, c'est un peu dégueulasse quoi, malheureusement. Mais si on plonge à l'intérieur et qu'on prend un peu de temps, il y a des beaux récifs coralliens et des belles communautés
de youtubeurs voyage. Belle métaphore, ouais. Et après, tout au fond, il y a la plage avec plein de mini-chaînes YouTube qui font pas grand-chose, parce que là, c'est un peu le YouTube récré, on va dire, toutes les personnes qui créent une chaîne et qui font 2-3 vidéos pour les copains, et ça va jamais au-delà de ça. Pour moi, c'est l'étage intermédiaire le plus important et le plus intéressant, parce que là, il y a des super communautés, on peut apprendre des tonnes de choses. C'est sur cette partie-là qu'il faut se focaliser. Alors, cet onglet tendance, il met aussi de temps à autre des créateurs à découvrir, donc ça a été notre cas. Et concrètement, ça s'est présenté comme ça. Notre chaîne a été affichée avec une sélection de 6 vidéos, et tout ça pendant 24 heures. Alors, ces créateurs qui sont mis à l'honneur depuis quand ça existe? Ça, le créateur en tendance, ça fait, je crois, presque 1 an en France, et ça fait déjà 2-3 ans aux États-Unis. Et pour répondre à la critique, YouTube s'est dit on va mettre aussi des créations à l'honneur plus que des contenus faciles. On va donner à voir d'autres choses. C'était quoi l'idée? Je suis pas sûr que ce soit une façon de se défendre de YouTube. À mon avis, c'est vraiment plus l'envie de faire décoller des petites chaînes. YouTube, ils ont intérêt d'ailleurs à ce qu'il y ait des petites chaînes régulièrement qui viennent remplacer des anciennes gloires. On a déjà des chaînes qui ont grossi et qui ont diminué, ou des créateurs qui ont arrêté, donc ils ont intérêt à trouver régulièrement des nouvelles petites pépites. Où là, l'idée, c'est justement de prendre une petite chaîne, on met bien des guillemets, c'est-à-dire une chaîne en général qui va tourner entre 5 et 50 000 abonnés, à peu près, quelque chose comme ça, mais qui performe beaucoup mieux que la plupart des chaînes à ce niveau-là. C'est le cas de votre chaîne. Vous avez une chaîne, vous avez effectivement à peu près 10 000 abonnés, mais en moyenne, vous avez peut-être 20-25 000 vues par vidéo en moyenne, avec quelques vidéos qui marchent très très bien. C'est ça qui a fait la différence alors? Je pense, oui. Il y a ça, et il y a le fait aussi que comme on est dans l'onglet tendance, ils vont rechercher des créateurs qui parlent à une audience relativement large. Vous avez une thématique autour du voyage, du camping-car, qui parle à tout le monde. Vous allez avoir la chaîne d'un électricien, il a zéro chance de se retrouver en tendance à peu près, même si dans la communauté des électriciens ça se passe bien. C'est trop une niche. C'est trop une niche, et on va mettre ça en tendance, et puis il y a les 3/4 des gens qui vont passer à côté en disant je ne veux pas regarder ça. Donc voilà, il y a quand même cette condition-là. Le créateur à découvrir, il est sélectionné manuellement par des gens chez YouTube. Pour le coup, c'est pas un algorithme. C'est pas un algorithme, c'est vraiment quelqu'un. Donc ça veut dire quoi, qu'on a tapé dans l'œil de quelqu'un? Probablement. Ce serait intéressant de savoir qui c'est pour le remercier. Si tu nous regardes, tu me mets un petit commentaire. Je retourne l'interview, ça fait quoi du coup d'être en tendance, émotionnellement parlant? Alors ça s'est passé à peu près comme ça. Faut savoir que c'est plus Simon qui regarde généralement ces trucs-là, la technique de YouTube. C'est lui que ça passionne vraiment énormément. J'adore YouTube. Et il suit souvent, puis là c'est moi qui consulte la messagerie, puis je vois... Félicitations Périplessis, vous êtes le créateur à découvrir du jour. Vous pouvez maintenant voir votre chaîne dans l'onglet tendance de YouTube. Vous avez mérité cet honneur, et nous espérons que la nouvelle vous fait plaisir. Il est désormais temps de la partager. Je lui dis ça comme ça, c'est plutôt bien ça, non? C'est bien, c'est pas Et puis moi je lui dis direct, non mais c'est un spam. C'est un spam. Du coup je lui fais regarder, puis ah mais si, en fait c'est un vrai truc quoi, c'est vraiment YouTube. On savait pas ce que ça allait faire, donc il y avait de la fierté mais en même temps beaucoup d'interrogations sur ce que ça allait donner. Et le fait est que ça a pas forcément donné énormément de choses. Si moi on a eu quelques abonnements en plus mais très peu. Ça a boosté un peu les vues de certaines vidéos, mais globalement c'est resté quand même assez confidentiel. D'avoir mis en place, notamment grâce à ta formation, plein de petites choses bout à bout pendant des mois, et de voir que ça a bien fonctionné, c'est plus ça la fierté que de dire ça va faire un buzz. On peut voir justement qu'apparaître dans l'onglet Tendance a permis une exposition de nos vidéos, de nos miniatures, plus de 2 millions de fois. Et parmi toutes ces impressions, seulement 4700 lectures ont été générées, soit un taux de clic de 0,2%. Habituellement, nous sommes plutôt entre 3 et 5%. Alors à partir de là, et en voyant quelles vidéos étaient proposées à côté des nôtres, on s'est demandé, est-ce que pour réussir sur YouTube, pour avoir des vues, pour gagner de l'argent avec les publicités, est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui obligé de faire ce qu'on appelle du fit and fun, c'est-à-dire des vidéos cool, divertissantes, où on invite des guests? Ouais, est-ce qu'on n'est pas obligé de tomber dans le piège à clic, qu'on appelle aussi vulgairement le putaclic, de traiter de sujets sensationnalistes qui vont faire réagir, puisque c'est les vidéos qui sont mises davantage en avant et qui semblent être le plus regardées? Être en onglet tendance, c'est pas un objectif en soi. Ça peut être un objectif pour quelques chaînes, notamment les chaînes qui ne dépendent que des vues YouTube, celles qui veulent générer des millions et des millions de vues parce qu'elles ne dépendent que de la publicité YouTube. Ça peut être un objectif pour ces chaînes-là, mais finalement elles sont très peu nombreuses. Si vous avez d'autres modes de monétisation autour de votre chaîne qui vont vous permettre ensuite d'en vivre avec une communauté pas forcément énorme, vous n'avez pas besoin de viser l'onglet tendance, pas du tout. Le piège à clic, c'est quelque chose qui se fait de moins en moins, ça existe encore un petit peu, mais c'est vraiment quand on va mentir dans la miniature. On va faire croire que la vidéo parle de quelque chose alors qu'en fait pas du tout. Et souvent on confond un peu le piège à clic avec une miniature accrocheuse. C'est comme un bon titre de journal, c'est comme une bonne bande-annonce à la télé, ça nous donne juste envie d'aller la voir. Donc il n'y a pas de mal à faire ça. D'ailleurs ça s'apprend. Ça c'est ce qu'on a beaucoup appris, Pauline. Il part de très loin sur YouTube, vous le savez, on avait
avait des vidéos best-of voyage avant, donc on était un petit peu plus dans les On violons et n'était les pas fers bleus. du tout dans les codes et c'est un peu la formation de Sylvain qui nous a appris ça, à épouser ces petits trucs et astuces qui vont faire que la chaîne va un peu plus prendre de l'ampleur. On avait un peu de réticence nous justement vis-à-vis même des titres accrocheurs et on a quand même appliqué ça et c'est vrai que ça marche mieux. Justement, il faut pouvoir se détacher de toutes les vidéos. Je sais que toutes les minutes, il y a 500 heures de vidéos qui sont mises en ligne sur YouTube dans le monde. Énorme. Et comme tu disais tout à l'heure avec la métaphore de l'océan, on se rend compte finalement que YouTube est assez large et peut offrir aussi plein de formats différents, du reportage, des courts-métrages, des interviews, La vulgarisation, de tout. Des tutos. Finalement c'est un peu la télé, on voulait un peu parler de ça avec toi. Il y a pas mal de gens qui nous ont dit sur les commentaires, ben moi la télé c'est fini. Est-ce que YouTube pour toi c'est la télé de demain? Majoritairement je dirais oui, s'il faut trancher une réponse. C'est pas si simple que ça, mais effectivement si on prend les jeunes aujourd'hui, eux ils ont l'habitude de consommer du contenu à la demande. La télé quelque part, on est un peu obligé de subir le contenu qu'on nous envoie. Bien de se mettre à l'heure pile, de se dire c'est à 18 h que je dois être devant ma télé pour regarder ça. Sur YouTube on choisit exactement ce qu'on regarde, quand on le regarde, on peut dire que je veux le regarder plus tard, etc. C'est la même chose d'ailleurs sur Netflix ou sur les plateformes de vidéos à la demande, qui sont aussi beaucoup consommées par les jeunes. Donc dans ce sens-là, en termes générationnels, j'ai envie de dire oui carrément, les jeunes générations vont continuer à grandir avec le contenu à la demande. La télé essaye de faire un peu de contenu à la demande, mais ils n'y arrivent pas parce que c'est pas leur métier au départ, ils sont pas encore dans le bon état d'esprit. Donc j'ai quand même le sentiment oui que la télé va perdurer pendant un long moment parce que c'est encore énormément consommé, notamment par les générations plus âgées, mais aussi un petit peu par les jeunes de temps en temps. L'autre chose, c'est que la télévision, la majorité des grandes chaînes doivent pouvoir s'adresser à tout public. Elles doivent faire des millions de vues aussi pour que ça fonctionne. Sur YouTube, on peut faire des beaucoup plus petites productions, on a des coûts fixes beaucoup plus faibles, et donc on peut se dire, ben moi je ne parle que à 10 000 personnes en France. Et ça c'est impossible à faire à la télé. On a cette possibilité de parler de sujets super précis, super niche, la photographie de paysage, sur ma chaîne YouTube par exemple. Jamais tu vas avoir une émission complète ou une chaîne, même une chaîne, pas une émission, une chaîne de télé qui ne parlerait que de ça, c'est juste impossible. Et donc en fait, comme on peut faire du contenu beaucoup plus spécifique, il y a des personnes qui vont dire, mais pourquoi j'irais regarder du contenu généraliste là où je peux avoir exactement ce qu'il me faut sur YouTube par exemple. Ça c'est un gros avantage. Les courbes de visionnage commencent à se croiser, c'est-à-dire que là aujourd'hui on doit être à peu près au stade où il y a à peu près autant de visionnage sur YouTube que de visionnage à la télé en termes de temps de visionnage. Aux États-Unis c'est déjà passé devant. Et pour finir, il y a quand même un autre élément qui est une espèce de grosse guerre commerciale qui nous touche pas directement entre la télé et YouTube en particulier, autour de la publicité, des annonceurs. Je dis que ça concerne la télé et YouTube mais parce que par exemple Netflix ou Canal+ sont pas du tout concernés puisque eux ne diffusent pas de publicité, on paye un abonnement. Aujourd'hui il y a beaucoup de publicitaires qui annonçaient que à la télévision et qui maintenant passent sur internet et en particulier sur YouTube. Donc ils viennent piquer des marchés à la télé. Sauf quand on regarde des émissions de télé qui de plus en plus essaient de prendre des formats un peu YouTube. Sur YouTube on commence à avoir des formats un peu télévisuels aussi d'ailleurs. YouTube essaie de les mettre en avant justement pour que ça vienne grappiller un peu des parts de marché, des temps d'audience, des temps d'audimat un petit peu. Et on peut imaginer, mais alors là on tombe un peu sur du conspirationnisme, mais peut-être on peut imaginer que derrière les gros problèmes que peut avoir YouTube par rapport par exemple à la FTC, la loi COPPA, etc., que peut-être ça a été dénoncé au départ par des chaînes de télévision qui ont peut-être lancé le truc pour essayer de casser un petit peu la concurrence. Ça... Loi COPPA. Ouais. Alors loi COPPA, très rapidement, c'est une loi américaine qui dit que... Non, sur la plage au Brésil, Copacabana. Oui. Non, c'est simplement une loi qui dit qu'on ne peut pas collecter de données sur des enfants de moins de 13 ans. Donc il y a beaucoup de youtubeurs qui se sentent embêtés par cette question-là parce qu'il va y avoir des conséquences directes sur leur chaîne YouTube s'ils ont du contenu qui est visionné par des enfants de moins de 13 ans ou qui est à destination d'enfants de moins de 13 ans. Et là, la télévision ne collecte pas de données parce qu'ils n'ont pas de moyens de récupérer la donnée sur YouTube et sur Internet de manière générale. On collecte de la donnée et donc c'est contre la loi américaine. Contre-attaque quoi, contre-attaque de la télévision. On peut imaginer. Après, j'en ai aucune idée. Balancer de fake news. Non. Conspirationniste, ça marche quoi, ça marche, ouais. Il faut faire toute la vidéo dessus. C'est un débat qu'on entend un petit peu poindre sur plein de chaînes YouTube aujourd'hui, sur des grosses chaînes. Le discours, c'est un petit peu YouTube a évolué, YouTube a changé, devenu un petit peu comme la télé, en fait, avec des grosses productions, avec aussi du contenu publicitaire comme tu le disais. Puis ceux qui dénoncent ça trouvent que les contenus c'est un peu uniformisé. Toi qui es sur YouTube depuis assez longtemps, est-ce que tu as vu YouTube évoluer? Est-ce que tu as vu YouTube changer au fil des années? Oui, un petit peu, parce que forcément ça se professionnalise. Au départ, vous aviez une chaîne YouTube en 2007, vous allez avoir des vues sur vos vidéos parce qu'il n'y a quasiment aucune chaîne dans votre domaine d'activité. Aujourd'hui, si je prends juste les chaînes photo, c'est un exemple que je connais bien, c'était peut-être une dizaine de chaînes il y a 5 ans, aujourd'hui il y en a plus de 100 ou 150 en France, juste en France. Aux États-Unis, je vous en parle même pas. Donc évidemment, c'est celles qui ont la meilleure qualité visuelle, la meilleure qualité de contenu qui vont ressortir, qui vont sortir du lot. Et donc il y a un peu une tendance effectivement à pas s'uniformiser, je dirais pas ça, mais à monter en qualité. C'est pas
pour rien. Enfin, je veux dire, si la télévision est arrivée à ce niveau-là de qualité de contenu et à ce type de format et d'émission, c'est que c'est ce que les gens veulent voir aussi. Alors certes, ça évolue avec les générations, mais dans l'ensemble, il ne faut pas se dire que la télé n'a pas les bonnes recettes. Ils ont les bonnes recettes depuis longtemps. Aujourd'hui, justement, on le disait tout à l'heure, la télé elle est quand même lourdement critiquée. C'est d'ailleurs aussi pour ça que les gens viennent sur YouTube. Et à ce propos-là, je prends mes petites notes parce qu'on avait un petit commentaire de quelqu'un sur notre chaîne qui disait YouTube est le seul moyen de voir tous ces magnifiques reportages que l'on ne trouve plus beaucoup à la télé. J'aimerais bien utiliser une partie de ma redevance pour la redistribuer à certains youtubeurs. Par contre, le bémol, c'est qu'ils ne sont pas tous talentueux, certains tombent trop dans le travers télé-réalité, mais ils ne dureront pas. Ce serait intéressant de savoir combien d'abonnés seraient prêts à redistribuer leurs redevances. Tu es prêt? T'es prêt toi? Ah bah carrément. Dites-nous aussi vous si vous seriez prêt à donner une partie de votre redevance pour les créateurs comme nous. Ça pourrait se faire ça? On pourrait imaginer Je pense qu'on en est encore loin parce que en fait il y a tellement de personnes qui ne comprennent pas l'écosystème YouTube et ce que c'est que d'être un créateur de contenu. On a toujours l'impression, on a toujours l'image de l'ado dans sa chambre qui raconte des blagues devant sa caméra. Il n'y a qu'à voir quand il passe à la télé, les youtubeurs ils s'en prennent plein la tronche en mode ah mais vous gagnez beaucoup de sous alors que vous faites des gags dans votre chambre. Il y a un peu de boulot derrière en fait. Beaucoup de travail. Énormément, voilà. Souvent souligné sur notre chaîne. Loin du stade où les pouvoirs publics vont se dire ah oui c'est vrai que toute la création est là. Il y a déjà des initiatives, le CNC notamment par exemple qui finance des chaînes YouTube etc. Mais on en est encore loin de légiférer. Parce que du coup s'il faut redistribuer il faut supprimer des chaînes. Ils sont déjà en train de couper un peu dans les budgets. S'il faut en plus supprimer 2-3 chaînes pour donner à des youtubeurs, non, je pense qu'on en est encore loin quand même. D'autant qu'il y a quand même encore des bons programmes à la télé, comme on le souligne. Il y en a encore un petit peu, mais effectivement, est-ce qu'on est devenu des vieux cons? On a l'impression que c'était mieux avant la télé, ou est-ce que la télé essaie de plus en plus de faire du contenu de masse parce qu'ils ont besoin d'agréger du monde, ce qui est un petit peu l'inverse de ce qui se fait sur YouTube, où quelque part il y a effectivement du contenu de masse, mais il y a aussi beaucoup de contenu super spécifique, et je pense que c'est ça qui grappille du temps sur la télé finalement. Ceux qui aiment le contenu de masse et la télé-réalité, ils regardent les deux. Ceux qui ne regardent plus que YouTube, c'est ceux qui vont regarder de la vulgarisation, des documentaires, des choses comme ça, parce que là effectivement, à part sur quelques chaînes, type Arte, France 5, tout ça, on trouve plus ce type de contenu. Aujourd'hui, en 2019-2020, plein de chaînes qui se créent face à tous ces gros. Est-ce que c'est encore possible d'avoir une petite chaîne YouTube et est-ce que c'est possible encore d'en vivre aujourd'hui? Privilégiant la qualité, hein, si j'ai bien compris, si je te suis. Oui, déjà c'est complètement encore possible. Déjà on a des super outils aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de créer des vidéos, même si on peut mettre une demi-heure à installer tous les... Hein? Je ne vois pas de qui tu peux parler. Non, mais c'est beaucoup plus simple aujourd'hui. Même avec ça, on fait des vidéos, on appuie dessus, branche un petit micro quand même pour avoir un son correct. Et c'est tout, c'est très simple, les plateformes sont bonnes, les logiciels sont bons. Il y a de plus en plus de personnes qui consomment aussi du contenu YouTube. Vous voulez faire des vidéos pour les seniors, il n'y a pas beaucoup de contenu pour les seniors, pourtant il y a plein de seniors qui sont sur YouTube. On pense à Mamie Solange. Mamie Solange, moi je connais Mamie Crochet qui fait des super vidéos aussi, mais petit placement pour cette chère Mamie Crochet. Je fais un clin d'œil. Il y a tout sur YouTube, il y a tous les âges, tous les univers. Pour ceux qui ne connaissent pas YouTube, comment on cherche des vidéos, comment on trouve des vidéos intéressantes justement? YouTube c'est le deuxième moteur de recherche au monde après Google qui possède YouTube. Vous allez dans la petite barre de recherche, vous allez avoir plein de vidéos et comme ça vous allez commencer à découvrir des créateurs qui petit à petit, par le biais des suggestions, des autres vidéos que vous allez voir, vous allez commencer à aimer des personnalités qu'il y a derrière. C'est super important la personnalité sur YouTube. Vous avez une personnalité de dingue, on s'éclate quand on vous regarde vos vidéos, on a la banane. Et mais c'est aussi pour ça qu'on suit vos vidéos en fait, même si c'est dur à accepter en tant que créateur. C'est pas facile de montrer sa vraie personnalité devant les caméras, devant vous. Ça prend aussi ça. Oui, ça prend du temps. Pour nos abonnés, en exclu, est-ce que tu peux donner 2 conseils qui se trouvent dans la formation qu'on a suivie pour développer sa chaîne aujourd'hui? Je prends les notes, j'en prends les notes, je vais pas me planter. Premier conseil qui est dans le module 5 de la partie 1, qui est à propos de... La technique peut-être? Non, c'est les appels à l'action. Qu'est-ce que c'est un appel à l'action? C'est quand à la fin d'une vidéo, on dit abonnez-vous à la chaîne de Périplessis, ou on dit cliquez sur le lien en description pour acheter la formation, ou on dit laissez un commentaire pour répondre à telle question. Ça c'est un appel à l'action, on demande aux gens de faire quelque chose. Voilà. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est faites des appels à l'action qui sont spécifiques au type de vidéo que vous faites. Si c'est une vidéo découverte, typiquement une vidéo qui va parler à beaucoup de gens, qui est faite pour faire découvrir votre chaîne, donc vous par exemple vous avez quelques vidéos sur des véhicule des influenceurs par exemple, où là ça parle à beaucoup de gens, pas que votre cœur de communauté, ça c'est une vidéo découverte. Dans ce cas-là, ce qu'il faut c'est inciter les gens à aller voir d'autres vidéos de votre chaîne. Donc à la fin de votre vidéo, vous ne demandez pas de s'abonner, vous ne demandez pas de cliquer sur un lien, vous dites allez voir cette autre vidéo. Parce que les personnes, quand ils auront vu 2, 3, 4, 5 vidéos, à ce moment-là ils décideront d'eux-mêmes s'ils ont envie de s'abonner ou pas. C'est rare de le faire sur une vidéo. Si vous voulez vendre quelque chose, vous dites cliquez sur le lien dans la description. Si c'est une vidéo communautaire, c'est-à-dire une vidéo qui parle vraiment à votre petit cœur de communauté, tous les camping-caristes qui vous suivent, dans ce cas-là, vous allez poser une question et demander un peu
d'interagir pour renforcer un peu cet effet de communauté, lancer la discussion, apprendre à les connaître un petit peu mieux et que vous connaissez mieux et que vous les connaissiez un peu mieux. Pas juste mettez un pouce, activez la petite cloche, parce que ça a tendance aussi à peut-être saouler plus. Oui, c'est vraiment de répéter à chaque fois. Puis on le sait, la plupart le savent. Il faut être assez aussi inventif quoi, pour trouver la petite phrase d'accroche. Oui. Ouais. Ouais. C'est ça qui est dur. Les bons youtubeurs le préparent à l'avance. Ils savent à l'avance, avant de tourner, quel appel à l'action ils vont faire. Donc ça, c'est le premier type. Est-ce que tu en as un deuxième? Oui. Il est là, il est là. Un deuxième. Ah, il est facile celui-là. Le deuxième, c'est dans le module 3 de la partie 3, qui est sur... non. Mais non, mais alors, vous n'allez pas retenir par cœur tout le programme. Il y a 21 modules, donc vous n'allez pas tout retenir. C'est sur attirer le clic. Au deuxième tips. Le Beaujolais, il fait très froid, on a usé 2 batteries, tout s'est arrêté, donc on finit en plan fixe devant vous voilà, pour la très fin bien. du deuxième tips. Comment attirer les clics, et donc justement faire en sorte que les gens cliquent plus sur votre vidéo que sur toutes les autres qui leur sont proposées, qui va permettre à YouTube ensuite de mettre plus en avant votre vidéo. Le conseil, c'est de faire du A/B testing. Donc A/B testing, c'est-à-dire que vous faites plusieurs miniatures ou plusieurs titres. Et alors il y a des outils un peu compliqués qui permettent de le faire automatiquement, et moi ce que je vous conseille, c'est de le faire avec votre communauté. C'est-à-dire que vous allez utiliser l'onglet communauté, une dizaine de jours ou 5 jours avant de publier votre vidéo, vous dites pour la prochaine vidéo, j'ai 3 titres. Vous faites un sondage, puis les gens vont répondre, et puis en général, il y en a un qui sort, et du coup, vous avez fait un sondage super simple pour trouver le titre. Vous pouvez mettre aussi plusieurs miniatures et dire sur laquelle vous cliqueriez plus facilement. Et bien on va faire ça sur cette vidéo là que vous êtes en train de regarder actuellement. On va vous demander votre avis. Et c'est vous qui avez choisi le titre et la miniature de cette vidéo. Vous avez été 55% à choisir YouTube va-t-il remplacer la télé. On a continué le test sur Instagram en vous demandant en story quelle miniature vous préfériez. Après plusieurs sondages, on a donc retenu celle-ci, réussir sur YouTube en 2020 en rouge et avec un fond un peu plus sombre. Sachez qu'il est aussi possible de réaliser du A/B testing avec des outils payants. Vous connaissez peut-être l'extension gratuite de TubBuddy qui permet de gagner beaucoup de temps dans la gestion de votre chaîne YouTube. Vous trouverez d'ailleurs notre lien de parrainage dans la description. Depuis quelques semaines, nous utilisons l'option payante de TubBuddy pour réaliser une grande série de tests de titres et de miniatures dans l'optique d'une refonte de toutes nos anciennes vidéos. Alors TubBuddy va tester votre option A et votre option B sur différents cycles et vous proposer des statistiques détaillées qui vous permettront de savoir quelle option performe le plus en termes d'impression, de vues, de durée de visionnage, de taux de clic, de suggestions, de recherche sur YouTube. Alors certes, l'abonnement est un peu onéreux, entre 30 et 45 $ par mois, mais il peut vite s'avérer rentable si vous vous lancez dans une grande batterie de tests. La miniature plus le titre, tu dis que c'est 50% du travail. Bah en fait c'est 50% des résultats. C'est moche parce qu'on aimerait que tous les résultats soient uniquement à la beauté de la vidéo, etc. Mais c'est important que les gens cliquent pour ensuite voir la vidéo. Ouais. Donc c'est 50% des résultats, et la vraie question que je pose, c'est est-ce qu'on passe 50% de notre énergie et de notre temps sur la miniature et le titre? En général non. Et pourtant c'est super important. Et les meilleurs youtubeurs font certes du très bon contenu, faut pas l'oublier, mais passent aussi beaucoup de temps sur les miniatures et les titres. On voudrait encore remercier Sylvain de nous donner ces petits conseils, alors merci pour sa bonne formation. Et je voulais vous remercier vous de m'avoir accueilli sur votre chaîne, et du coup je dis tout. Plaisir. Ils ont un nom dans votre communauté? Ah non? Il n'y a pas un nom? Non, bon c'est pas grave. Bon bah salut à tous les gens qui regardent Périplessis. Donnez-nous des idées de noms aussi. Ouais, des idées de noms. Comment vous voulez qu'on vous appelle? Surtout allez vous abonner aux chaînes de Sylvain, et on se retrouve aussi, parce que c'est pas fini, sur le podcast de Sylvain, puisqu'il est aussi un très bon podcast qu'on vous conseille. Merci beaucoup, c'était encore trop long comme d'habitude. À très vite dans le Beaujolais ou ailleurs. Salut! Bye bye. Bonne route! C'est un podcast intime ou satanique? C'est pas trop.